Même si l'opposition a voulu faire cela pour que le jour où Kabila va désigner son défait, va se retirer, on va dire c'est parce qu'il a fait sous pression. Mais c'est la Constitution. Ce n'est ni l'opposition, ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Union européenne, ni que personne n'a obligé Kabila de partir. Je l'ai dit deux points que c'est le moment ou jamais d'engager la discussion sur Jean-Pierre Bemba. Parce que je savais que Jean-Pierre Bemba était formellement condamné. Et il était condamné pourquoi? Pour la subornation des témoins. On voulait nous faire croire qu'il était acquitté, il n'avait plus d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Vous venez un peu en retard. Vous avez vu quand vous arrivez, on a levé une bouteille de champagne. Nous avons sablé le champagne dans ce bureau du journal La Colombe parce qu'en fait, nous avions beaucoup de choix. Mais le chef de l'État est tombé juste dans les bons choix. Disons, le FCC est tombé parmi les bons choix qui circulaient et qui étaient dans notre esprit. Vraiment, nous étions très contents. Nous sommes très contents. Avant d'entrer en profondeur, à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes déjà du FCC. Non, je ne suis pas du FCC, je suis congolais. Je suis un journaliste. Tout journaliste a aussi son idéologie, même si dans son métier, il n'est pas obligé de galvauder les faits pour cet âge. Je suis un lumumbiste connu et que je m'en souhaitais que à la tête de ce pays qu'il y ait encore un nationaliste. Et voilà, c'est ce qui vient d'être fait. Vous pensez que Emmanuel Shadary a l'expertise qu'il faut pour compétir à l'élection présidentielle? J'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans les réseaux sociaux que, en fait, les gens parlaient de dauphins, de ceci, mais moi j'ai dit que ça sera un sous-marin. Un véritable sous-marin muni de radars, de lance-missiles. Et donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de bouleverser, de mettre KO ses adversaires politiques. C'est un acteur politique qui compte. Il a l'expérience politique, il a l'engagement, il a la passion pour le Congo. Voilà, c'est ce qui est très important pour quelqu'un qui doit diriger ce pays. Et c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Et pour un président de la République, choisir ses collaborateurs, c'est déjà la réussite. Bon, mais écoutez, Moïse Katumbi, vous le savez, moi je n'aime jamais avoir ma langue en poche. Moïse Katumbi a eu beaucoup de problèmes. D'abord, Moïse Katumbi est en train de chercher à rentrer. Mais pourquoi il cherche à rentrer? Parce que il était parti en Afrique du Sud pour des soins. Mais curieusement, on le retrouve en Europe en train de chercher de rentrer au pays. Quand est-ce qu'il est allé en Europe? C'est un repris de justice qui a fui, qui a été envoyé en Afrique du Sud pour se faire soigner. De là, il se trouve en Europe. Vous savez que dans aucun pays au monde, que ce soit en France ou aux États-Unis, quelqu'un comme cela, il rentrerait, on l'arrêterait. Et Moïse le sait, que quand il rentre, on l'arrêterait. Et il est en train de jouer le show à gauche, à droite. Et je vous dirais que tout est clair. Nous l'avions écrit dans notre journal vendredi matin avant même qu'il entre, qu'il n'est pas possible qu'à Moïse Katumbi de venir par l'aéroport. Parce que par l'aéroport, là, lui exige beaucoup de choses. D'abord, vous n'avez pas accordé l'autorisation. Mais il ne l'a jamais demandé. Vous avez vu l'autorisation qui circule dans les réseaux sociaux. C'est avec le papier en tête de ensemble. Mais la réglementation, ceux qui parlent, ce sont ceux qui ne connaissent pas la réglementation. C'est la compagnie de l'aviation qui demande. Katumbi, c'est un passager dans l'avion. Et c'est le passager qui demande le survol de l'avion. Ça, c'est une chose. En plus, le ministre de la communication, vice-premier ministre Makila, a dit, lui qui doit décider, l'autorité n'a pas encore ce document. Nous avons entendu le secrétaire général de l'ensemble dire je vais aller les lui déposer. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, il a pris l'avion pour arriver au bureau de vice-premier ministre, ministre des Transports. Il n'est jamais arrivé. Donc cette autorisation n'est jamais arrivée. Et Katumbi se retrouve par route, comme nous l'avions écrit dans notre journal, et se trouve par route. Et par route, curieusement aussi, il est en face. Il est en face, la Zambie, c'est un peu son coin, hein, il est presque originaire de là. Et bon, il arrive de là, il rencontre des gens qui l'ont connu aussi bien en Zambie qu'au Congo, qui lui font un peu de bain de foule. Du côté zambien, on fait des images, on envoie ici. Et ben voilà, c'est vraiment un peu regrettable. Est-ce qu'il a vraiment envie? D'abord, il est venu pour poser sa candidature. Mais qu'est-ce qu'il y a à Lubumbashi?
Qu'est-ce qu'il y a à Lubumbashi? Il a entré à Lubumbashi. À Lubumbashi, il n'y a pas un bureau de la CENI où il doit déposer sa candidature. Voilà un acteur politique sérieux, Jean-Pierre Bemba. On lui a dit, monsieur, vous devez passer par Kinshasa et pas par Gemena. Mais puisqu'il veut atteindre un objectif, c'est-à-dire se présenter à la présidence de la République, il est passé directement par Kinshasa. Et après Kinshasa, il est allé à Gemena, encore pour des raisons très importantes, s'incliner sur la tombe de son père. Mais Katumbi, quelle est la raison principale de commencer par Lubumbashi? C'est tout simplement parce que c'est qu'il a un petit fief là-bas, il va agiter les gens, et là, peut-être la police va commettre de fautes, il y aura des morts, et pour lui, c'est ça qu'il veut. Ce n'est pas de Lubumbashi, il doit se présenter, il devrait passer directement par Kinshasa. Et à Kinshasa, comme les Kinois disent, Swabala, il descend à Kinshasa et s'il doit se présenter à la scène, et le lendemain, on l'arrête pour des raisons parce qu'il y a déjà un mandat de prise de corps qui a été lancé contre lui. Donc, on n'allait pas le transiger. Je ne pense pas que la justice congolaise, l'État congolais, allait se faire moins État que tous les autres États du monde. Donc il savait ça, on va l'arrêter, il est en train de jouer son cinéma. Et j'ai toujours dit que les acteurs politiques congolais sont de vrais comédiens. Et quels comédiens? Ce sont des clowns. Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de clowns chez nous en Europe, vous les voyez au cinéma. Le clown, quand il doit faire un saut, s'il fait un bon saut, c'est un mauvais clown. Mais s'il le fait, il échoue, c'est un bon. Il est bon. Les bons clowns, ce sont ceux qui savent échouer les actions qu'ils mènent. Et voilà, Katumbi, un véritable clown, il croit avoir réussi en échouant de son entrée et la présentation de sa candidature. Je l'ai dit deux points, que c'est le moment ou jamais d'engager la discussion sur Jean-Pierre Bemba. Parce que je savais que Jean-Pierre Bemba était formellement condamné. Et il était condamné pourquoi? Pour la subornation des témoins. Et j'ai lu l'arrêt, le condamnant. Dans l'arrêt, on dit corruption des témoins. Et on a dit qu'il y a eu des preuves de transfert d'argent de Kinshasa vers les témoins en Centrafrique pour qu'ils viennent démentir. Je me suis dit que les juristes se mettent, qu'ils nous discutent. Et maintenant, subornation, corruption. C'est la même chose, c'est quoi? Maintenant, on mène ce débat maintenant trop tard pendant que Bemba arrive. Mais c'est un débat qu'on devrait mener jusque-là. J'ai suivi le professeur Nyabirungu, on aurait mené ce débat avant. On se serait passé de considérations politiciennes, partisanes de professeurs comme Njoli. Mais ces gens, d'abord, vous disiez que non, Jean-Pierre Bemba n'a pas de problème. Il a été acquitté pour l'affaire principale, pour l'affaire secondaire, ce n'est pas un problème. On voulait nous faire croire qu'il était acquitté, il n'avait plus d'autres problèmes. Et le professeur Njoli et la secrétaire générale du MRC ont essayé de nous amener vers là. Mais voilà que le vrai problème maintenant surgit, on en discute, on doit en discuter. Ce n'est pas la majorité qui veut. Écoutez, il y a des années, ou même donc des années que les gens disent « Ah, Kabila a fait mandat, il ne doit pas se représenter, il ne doit pas avoir le troisième mandat. » Mais moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'opposition qui dit, c'est la Constitution qui le dit. Mais même si l'opposition a voulu faire cela pour que le jour où Kabila va désigner son défait, va se retirer, on va dire « C'est parce qu'il a fait sous pression. » Mais c'est la Constitution, ce n'est ni l'opposition, ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Union européenne, ni que personne n'a obligé Kabila de partir. Kabila avait eu toute la possibilité de changer la Constitution, comme on l'a fait dans d'autres pays pour se représenter. J'ai toujours dit que même le fameux article 220 n'est pas verrouillé. Cet article verrouille les autres, mais lui n'est pas verrouillé. On pouvait le changer. De même, donc on pouvait modifier la Constitution et permettre à Kabila de se représenter. Mais il n'a pas voulu. J'ai toujours dit que la première fois, c'était le professeur Chibango Kalala qui avait demandé, quand on a révisé la Constitution, de partir d'un tour à deux tours, de deux tours à un tour, profitons à changer la limitation de mandat. Kabila a refusé. Le pasteur Théodore Mogalo, que j'ai accompagné pratiquement partout, a fait une nouvelle constitution avec Dieu. Et dans cette constitution, on devrait... Kabila a dit non. Donc, il y a eu d'autres tentatives avec de grands professeurs d'université, avec des acteurs politiques, notamment d'Europe, des évangélistes américains. On s'est dit, changez la constitution, nous allons nous occuper du lobby. Et Kabila a dit non. Alors, mais les gens continuent à dire, il ne doit pas se reprendre. Ce n'est pas eux qui disaient, mais déjà c'est la constitution. Donc, en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, c'est l'article 10
de la loi électorale, qui met parmi les conditions d'inéligibilité le fait d'avoir été condamné, notamment par corruption. Alors maintenant, les débats qu'il y a maintenant, c'est normal dans une démocratie qu'il y ait débat. Corruption, ça veut dire subornation. Mais on vous dira, en pénal, l'interprétation est stricte, on ne doit pas changer. Mais monsieur, je dis toujours que nous, quand un journaliste commet une faute, on dit, il écrit dans son journal, il injure quelqu'un, on dira diffamation. Mais si quelqu'un d'autre le fait dans la rue, on dira injure publique. Alors je ne sais pas s'il y a une différence par simplement le simple fait que là c'est appelé diffamation et l'autre c'est appelé injure publique, et que l'injure publique fait dans les médias change de nature depuis l'injure publique. Ça, je laisse ça aux juristes d'en parler. Je ne vais même pas en profondeur, je suis dans le côté français, et que le juriste aille jusqu'au fond de leurs règles, qu'ils voient le code pénal, qu'ils voient toutes les règles du droit, toutes les conventions que la RDC a signées sur le plan international. Donc on va trouver une solution, ce n'est pas une question de la majorité. Et j'avais même estimé, moi, en ce qui me concerne, que la sortie de M. Atundu était impromptue, n'avait pas de sens. Parce qu'en fait, bientôt, l'affaire Bemba, ça sera une affaire entre eux. Soit ça sera entre lui et Vital Kamerhe, soit entre lui et Félix Tshilombo. Donc ça devrait être une affaire entre eux, parce qu'ils se éliminent dans leur camp. Mais qu'est-ce que la majorité a à voir là-dedans? Pour Kiniké Moulumba, lui ou rien. Pour Kiniké Moulumba. Si c'était, il était bien positionné pour être lui choisi pour succéder à Joseph Kabila, il n'aurait pas succédé. Mais poser sa candidature, c'est quoi? Kiniké va poser sa candidature alors qu'il est même déjà compromis pour être même comme député. Nous ne sommes plus à l'époque où vous êtes populaire à Kinzenzengo ou à Masimanimba, vous êtes élu, vous avez des voix là-bas, vous êtes même. Pour le moment, il faut avoir un seuil national. Il est déjà difficile qu'il soit député. Alors maintenant, il se présente au plan national pour être président de la République. Quitte à lui, je considère ça comme un coup de gueule qui n'a aucun impact sur la classe politique en général et sur le FCC. Donc vraiment, ça n'a aucun impact. Donc je considère toujours que la candidature de Kiniké, c'est un non-événement. Les Congolais disent que nous devons créer un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Dans le droit, qui a le droit de choisir comment voter? C'est la CENI. C'est la CENI qui choisit, nous allons voter comment. Et la CENI tient compte des contraintes. Nous avons voté en 2006 avec beaucoup de problèmes. Nous avons voté en 2011 avec beaucoup de problèmes. Notamment parmi les problèmes, un bulletin de vote avec 58 pages. Quelqu'un doit feuilleter ce syllabus-là pour chercher la photo sur 1 cm² de la photo. Nous, les myopes, d'ailleurs, ça serait plus difficile. Il faut des loupes encore pour découvrir cette photo-là et voter. Ça prend du temps. Et pour fabriquer ce bulletin-là, ça demande beaucoup d'argent. Deuxième problème. Troisième problème, pour déployer ce bulletin. Vous vous souvenez, vous êtes des Kinois. Ah, il y a des bulletins déjà cochés Kabila. Oh, on a attrapé là-bas les bulletins déjà cochés. J'ai vécu cette histoire d'un véhicule de la CENI brûlé à Kingabwa, en Ngiringiri, parce que j'ai circulé ce jour-là pratiquement dans toute la ville de Kinshasa. Des jeunes gens qui tombent, alors que dans le bureau il n'y avait plus de bulletins. Ils ont demandé à la CENI envoie les bulletins, ils sont tombés dessus. Ah, ce sont des bulletins déjà cochés Kabila. Alors maintenant, ce sont des problèmes ça a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut résoudre tous ces problèmes-là. Et on les résout avec la machine. D'abord, et puis, je n'ai pas cité l'autre problème, c'est que la tricherie. Il y avait une terrible tricherie avec les élections telles qu'on les a faites en 2006 et en 2011. Les gens allaient à la CENI, là où on faisait la compilation, pour payer. Si vous payez 3 000, on vous ajoute un 0. Vous avez eu 10 voix, on ajoute un 0, ça devient 100. Vous en aviez 100, on vous ajoute. Si vous voulez qu'on vous ajoute plus, vous payez 10 000, 2 000. Demandez si vous avez un frère qui a travaillé à la compilation, à la CENI, vous dites c'est ça. Il y en a parce que ce sont des saisonniers, c'est dire moi, à cette élection, je dois acheter une parcelle. Et il fallait éviter tout cela. La machine a voté
que moi d'ailleurs j'ai dit, je l'ai dit à la CENI, qu'on a mal appelé machine à voter. C'était un abus de langage. Normalement, c'est une possibilité, un système qui permet à ce que l'électeur, en entrant dans le bureau de vote, produit lui-même son bulletin. Et ça empêche que quelqu'un ait les bulletins d'avance à bourrer les urnes. Donc avec la machine, on élimine du vocable des élections congolais le bourrage des urnes. Vous ne pouvez pas bourrer les urnes parce que chaque électeur va produire son bulletin sur place. Il vient, on lui donne un papier vert. Donc le déploiement de ce papier, on peut le déployer avant vous pouvoir en tenir 104 000. Mais pour que ça devienne un bulletin, ça doit d'abord passer par la machine. Donc ça résout d'énormes problèmes. Ça résout le problème que nous avons connu en 2006. Ça résout le problème que nous avons connu en 2011. Et ça sera véritablement une machine anti-fraude. Oui, c'est que j'ai lu le calcul de Jean-Pierre Bemba. J'y ai même répondu dans les réseaux sociaux. Il a dit, il a fait 10 minutes. Mais il oublie que dans les 10 minutes là, il vote 3 fois. Il vote son député provincial, il vote son député national et il vote son président de la République. En une fois. En 10 minutes. Mais imaginez-vous qu'il ait... Il vient d'abord, on lui donne le syllabus pour le provincial, il feuillette. D'ailleurs, il faut avoir un fauteuil pour que quelqu'un soit tranquille pour feuilleter, chercher la photo, le temps de la retrouver. On lui donne un deuxième syllabus et puis on lui donne maintenant le bulletin du président de la République. Il ferait plus de temps qu'avec la machine. Donc, le calcul, quand vous prenez le calcul de Jean-Pierre Bemba, ça démontre effectivement pourquoi on a recourir à la machine, ça va réduire le temps devant la machine. Parce qu'il n'est pas le seul. Nous l'avions expérimenté. Je crois que le premier à expérimenter cette machine à la maison des élections, c'était des journalistes. C'est aux journalistes qu'on nous avait présenté, nous avons voté, nous avons découvert que ça réduit le temps de vote. Contrairement à l'autre système. Et ça permet aussi aux gens, on dit, ah, c'est difficile à manipuler, et les gens. Mais au Congo ici, vous savez, manipuler cette machine-là, c'est plus facile que manipuler un téléphone. Là, vous n'avez même pas à manipuler. On vous donne un papier. On dit déposez-le ici. Vous le déposez. La machine elle-même tire le papier. Et puis l'écran sort. Vous pointez la photo un peu agrandie. Vous mettez le doigt sur votre candidat. Le bulletin que vous avez introduit là sort avec le nom, le numéro, la photo et le logo du parti du candidat que vous avez choisi. Vous allez le mettre dans l'urne. Je ne vois même pas à quel moment on va tricher. Je ne vois pas. On a dit la même chose de Joseph Kabila lui-même. Donc il prend le pouvoir, les gens ont épilogué à gauche, à droite, il ne suit plus la ligne de son papa, il ne fait plus. J'étais de ceux qui disaient que si vous êtes en train de suivre un leader et celui qui est devant vous tombe dans un trou, et vous, au nom de la fidélité, vous devez tomber dans le trou aussi, pour montrer que vous êtes fidèle. Mais si vous dites, ah, il est tombé dans le trou, contournons, cherchons la perche pour le sortir, lui qui est tombé dans le trou. Emmanuel Shadari, je ne veux pas dire c'est ce qui va arriver. Emmanuel Shadari, c'est un enfant maison. Donc, pertri de la même idéologie que Joseph Kabila. Il n'est pas normal qu'il gouverne comme Joseph Kabila. Non, c'est impossible. Même les jumeaux, vous prenez les deux jumeaux, ils ne pourront jamais gouverner de la même façon. Mais ce qu'on veut, c'est le respect de la Constitution, le respect de l'idéologie des FCC qui vont le porter au pouvoir. Donc vous parlez d'Eduardo dos Santos. Ben, vous savez que ce que Lorenzo est en train de faire aujourd'hui, vous lui demandez, il vous dira que ce n'est pas idéologique, il n'a pas changé la ligne éditoriale, bien que d'ailleurs le système chez eux, chez nous, c'est différent. Lorenzo est avant tout le candidat du parti, il n'a pas été élu par tous les Angolais. Les Angolais élisent les députés, et comme le MPLA c'est le plus grand parti, il a la majorité au Parlement, et cette majorité au Parlement donc élit le président de la République, qui est là maintenant. Et Shadari ne va pas gouverner totalement comme Kabila. Mais là où je ne peux pas que Shadari, président de la République, va commencer à s'attaquer, c'est ce que nous, les hommes de gauche, nous appelons, va se mettre dans des contradictions secondaires. Non, je pense que là, ou alors s'attaquer à des contradictions principales, c'est-à-dire au fond même de l'idéologie du pouvoir des FCC. Je pense que ça n'aura pas lieu. Là, pour ce que je dis, je peux mettre mon doigt coupé avec Shadari, ça n'arrivera pas. Parce que si ça arrive, il ne sera pas tout puissant. Il ne sera pas tout puissant.
il y aura une machine qui l'a porté là-bas. Cette machine, c'est les FCC. Les FCC ont le pouvoir en un moment de lui dire, monsieur, c'est arrivé ou bien vous partez. On peut le faire pas. Donc un président de la République n'est pas un homme à tout faire qui peut se permettre tout. Donc Shadari sera là, mais sous le contrôle de la Constitution, mais avec un fond d'idéologie des FCC, et particulièrement l'idéologie du PPRD, pour ne pas dire ça. J'ai dit ceci, je suis d'abord étonné que pour que quelqu'un soit candidat, il doit d'abord payer le droit d'inscription. Vous savez, le droit d'inscription, c'est combien? C'est 100 000 $. Au lieu de se concerter comme l'FCC vient de le faire, ils se concertent et ils trouvent un seul candidat qu'ils envoient porter sa candidature. Et ils disent non, que tous les candidats possibles aillent d'abord s'inscrire à la CENI et après nous allons nous retrouver. Ils vont se retrouver alors que nous n'avons qu'un seul tour. Ils vont partager quoi? S'il y avait des tours, allons d'abord et puis après on verra s'il y a le premier, les autres là vont le soutenir au deuxième tour. Maintenant il n'y a qu'un seul tour. C'est leur politique. L'opposition a commis la même erreur avec ce qu'ils avaient appelé en 2011 la politique d'encerclement, qu'ils ont aussi appelé la théorie de Vital Kamerhe le triangle. C'est-à-dire quoi? Nous allons nous tous, mais si c'est Kengo qui gagne, ou si c'est Tshisekedi qui gagne, ou c'est moi qui gagne, ou n'importe qui, pourvu que ce soit quelqu'un de l'opposition, mais soyons nombreux pour encercler Kabila. C'est rigolo, mais pour le moment, ils ont compris que c'était une erreur qu'ils avaient commise la fois passée. Ils tiennent à se retrouver pour choisir un seul candidat. Mais je dis, ça va se faire comment? Sur base de quoi? Est-ce pour dire à quelqu'un, monsieur, vous avez donné vos 100 000, soit vous les considérez comme perdus, ou nous vous les remboursons, et vous retirez votre candidature, ça c'est un. Et puis les gens devront apporter chacun quelque chose. Et là, je vais vous parler très sincèrement. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba Gombo se désister pour un autre candidat. Je ne le vois pas. Si cela arrive, alors pour une des rares fois, je serai démenti par les actions politiques chères. Mais vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Tout à l'heure, nous avons évoqué son cas il n'est pas éligible. Mais oui, mais c'est ça. Mais si je dis que Bemba n'est pas là, on va me prêter l'intention de dire que je l'élimine déjà. J'ai dit là, c'est la CENI. Après la CENI, il y a la Cour constitutionnelle qui va juger son cas. Mais pour le moment, je lui donne le bénéfice du doute. Alors, je ne vois pas non plus Félix Tshilombo se désister pour quelqu'un d'autre. D'abord, pour Félix Tshilombo, il ne s'appartient pas, il appartient à un parti politique. Et ce parti politique ne s'appartient pas, il appartient à une base socio-politico-provinciale. Je ne vois pas cette base accepter un jour que, non, aujourd'hui, Félix décline-toi. Les gens vont considérer ça comme une trahison. Et il aura trahi son papa, qui d'ailleurs n'est pas encore enterré, est encore là, il aura trahi avant même qu'on le mette sur terre. Alors, je ne vois pas ça. Et qui reste à ce moment-là? Katumbi, apparemment aujourd'hui à 16h ça sera terminé, il ne pourra pas présenter sa candidature. Et je prends Vital Kamerhe. Il s'est déjà essayé une fois, il était 3e, c'était glorieux pour lui. Mais pour le moment, Kamerhe va se désister pour Félix Tshilombo. Pourquoi? Pour le poste de Premier ministre. Pour que si nous gagnons, vous aurez le Premier ministre. Est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir le poste de Premier ministre? Là, beaucoup de gens ne calculent pas. Parce que vous pouvez être élu président de la République, mais vous n'avez pas la majorité parlementaire. C'est le parti qui aura la majorité parlementaire qui va désigner le Premier ministre. Donc, le poste de Premier ministre à mettre sur l'assiette de partage n'est pas évident. N'est pas évident. Donc, les gens doivent... Donc, le président est élu, les autres qui vont se désister, c'est pourquoi, soit ils se disent, bon, j'accepte, je me désiste, et puis moi j'attendrai la prochaine fois. Mais ce qui est rare, et aujourd'hui maintenant, on est en train d'arriver à plusieurs candidatures. Vous avez à l'opposition aujourd'hui, si vous y ajoutez Mozito Dipalo, vous ajoutez les autres, c'est déjà... ils vont atteindre même une dizaine aujourd'hui. Bon, je ne vois pas comment ils vont se partager. Bon, écoutez, avant-hier, j'étais dans quelque part, là où je prenais mon verre, on a mis les anciennes chansons de Taboulé. Écoutez, de 1960, on vous dira Mboka Passi, ainsi de suite. C'est une chanson
Même à l'époque des tables Mboka, ça n'a pas passé, Kitunga, Mama et comme dans des chansons de 1965, 70, 80, ainsi de suite. Donc ce n'est pas. Et vous allez vous dire, sous Mobutu, nous avions fait pression Mobutu par terre, tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent le temps Mobutu. Nous avions tout fait que les Belges, il y a des gens qui regrettent l'époque belge. Et je vous dis que beaucoup regretteront l'époque Kabila. Ils ne feront même pas longtemps. Mais je dirais ceci, si j'étais à la place de Chadar, sa plus grande force, c'est présenter le bilan de Kabila. Parce que moi, je suis de ceux qui sont convaincus, preuve à l'appui que Kabila a fait mieux, peut-être un peu plus égal que ce qu'on a fait pendant la colonisation. Parce que quand vous demandez, aujourd'hui je peux demander à mon fils ici devant, je dis, pourquoi vous n'achetez pas une voiture à votre enfant? Est-ce que c'est la volonté d'acheter la voiture à son enfant qui nous manque? Non. Mais est-ce que son revenu le permet? Il est des individus, ce qui est du Congo. Quel est le revenu du Congo aujourd'hui? Je vais dire ceci. Ceux qui vous parlent aujourd'hui, qui veulent nous ramener à ce droit. En 1991, 92, 93, on a détruit tous les tissus économiques du pays. Tout, avec les pillages que vous avez vécu. Peut-être que vous étiez encore trop petit, mais nous avons vécu ce pillage. On a tout détruit. Kingaboa, qui est devenu résidentiel, même industriel, il y avait des usines. À Massinalo, on vient de faire le marché de produisait des voitures ici. Et le jour où on a pillé, il y avait au moins 800 pick-up qu'on appelait à l'époque Kimalomalo, qui étaient pillés là-bas, produits au Congo. Les différentes marques Mitsubishi, Peugeot, et ainsi de suite, là-bas, dans cette usine. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de pareil dans ce pays. À l'époque, nous avions une Gécamine qui était donc au top de sa forme, qui produisait. Mais on a, avant que Kabila arrive, tout cela n'existait plus. Donc il fallait reconstruire, d'abord commencer par reconstruire le pays lui-même. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, vous le savez, là ce n'est pas très loin, en 2001, le pays était divisé en 4 administrations. Vous avez Jean-Pierre Bemba Boadolité, vous avez Robert Roy et autres LS, vous avez partout de petits rois télé, le Lumbala, chacun avait son petit coin. Et il s'est humilié, nous sommes allés à San City. Et à San City, il s'est humilié. Pour la première fois, le président de la République n'a pas le droit de nommer que des ministres de son camp. Jean-Pierre Bemba a nommé ses propres ministres, c'était le prix à la paix. On a signé la paix, on est à la paix. Et depuis 1960, pour la première fois, on a organisé des élections dans ce pays. Alors que les gens qui parlent aujourd'hui, notamment le cardinal, il a dirigé la conférence nationale souveraine. Elle s'est terminée comment? En eau de boudin. Et cette conférence, quand vous entrez là, vous voyez les images du forum de la dernière chance. Cela a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des égos, notamment l'ego du président de la République qui ne voulait pas qu'on lui impose des histoires. Et la conférence nationale a été échouée. On a eu beaucoup de rencontres, je peux vous les citer, on n'a pas le temps pour ça. Mais ça a échoué. Mais Kabila arrive, un seul forum à San City, et cela réussit. Et on met fin à la guerre, on réunifie le pays. Et maintenant, on est en train de reconstruire ce pays-là. Et reconstruire, mais notamment sur le plan du budget. Le budget qu'il a trouvé à 300 millions. 300 millions sur le budget de Chelsea. On a trouvé ce pays avec un budget de 300 millions. Aujourd'hui, petit à petit, on est arrivé à 4 milliards, et ainsi de suite. Ça, ce sont des efforts unis. Il n'y a que les aventuriers politiques qui vous disent que, et quand ils prendront le pouvoir, ils ont fait des incantations, un peu comme ça passait chez mon frère Denis Lessi, Simba Télévision Zondo au coin. Il n'y a pas de Zondo en économie. En économie, on travaille et c'est dans la durée. Et justement, on est sur la bonne voie. Regardez Kinshasa. Des immeubles qui poussent. Les gens disent, mais vous savez qu'ailleurs, quand les gens construisent, c'est que les gens ont repris confiance dans ce pays. Quand les gens n'ont pas confiance, ils vont construire ailleurs. Parce que quand ici, ça pète, je ne mettrai pas mon immeuble dans la valise ou bien sur le dos pour fuir avec. Mais aujourd'hui, les gens construisent parce qu'ils ont repris confiance. Le pays est devenu fréquentable, le pays, l'économie rassure. C'est pourquoi les gens construisent. Vous voyez les supermarchés. À l'époque, pour aller dans le supermarché, c'était quoi? Je ne le cite même pas, ça fait la honte. Les gens qui allaient à Pelouse Store là-bas,
Mais ce sont des gens avec voiture, grosse voiture, et quand ils s'arrêtent, ils entrent fièrement pour acheter un pain, ils sont avec. Mais aujourd'hui, les supermarchés, même chez nous là-bas aux zones, hein, il y en a déjà devant la maison, vous pouvez sortir, vous achetez tout ça. Ça montre quand même une évolution. J'ai donné pour les jeunes. Je vous dis qu'à l'époque, quand les léopards, au Vecleb, au Dering, au Dragon, doivent aller jouer à la Coupe d'Afrique, vous savez qu'on traversait à Brazzaville pour aller déposer des fax. On n'avait même pas de fax ici. Il fallait traverser à Brazzaville. Le téléphone. Qui pouvait avoir un téléphone portable? Et pour avoir un téléphone portable, il y avait Comcel, Starcell, et je ne sais pas, oui, je crois les deux là. Mais pour l'avoir, vous devez être parrainé par un riche et pour dire que non, s'il ne paye pas, moi je payerai pour lui. Mais il a fallu, j'ai eu le privilège d'assister le ministre Kinkel à l'époque, c'était Soumze, quand il est venu nous présenter la première fois le GSM que nous avons ici. Pour la première fois. Et les gens disent que non, c'est l'évolution technologique. Non, ce n'est pas question de l'évolution technologique, parce que déjà en Europe, ça existait déjà. J'avais un frère, Pierre Massena, qui venait de Suède, et puis il avait son téléphone, il le mettait dans le coin parce qu'il n'avait pas de réseau ici. Il attendait l'utiliser quand... Ça existait déjà. Mais aujourd'hui, depuis 2004, j'étais au Japon, à Tokyo, on a vu que les Japonais ont déjà dépassé ce que nous avons aujourd'hui comme téléphone. Depuis 2004 que nous avons constaté ça. Le jour où quelqu'un va prendre le courage politique d'amener, ça va dire non, c'est l'évolution de la technologie, non, c'est question de la volonté politique. Il a fallu, on a démocratisé non seulement la société, mais on a démocratisé le téléphone. Moi, quand je suis entré à l'université, au cours de développement, parmi les critères de développement, c'était combien d'habitants pour un téléphone. C'était difficile, hein, mais aujourd'hui, combien de téléphones dans une maison, même les enfants, non. Donc, et les gens estiment que ce n'est pas une évolution, non, c'est regrettable. Et le Congo est sur la bonne voie. Mais je ne voulais pas dire qu'on a déjà tout atteint. Mais je n'accepte pas les gens qui pensent que le social, il y aura un jour, on viendra toquer à la porte, ça n'existera pas. Comme on le fait la dose de polio. Ça n'existera pas. Le social, c'est lorsque le gouvernement arrange le route. Vous allez au marché, vous allez trouver maintenant les tabacs qu'on voit ici. Maintenant, les tabacs sont dodus. Pourquoi? Parce qu'ils quittent directement, ils arrivent ici. Mais à l'époque, ils faisaient 4-5 jours en route, il y en a, ils mélangeaient sachet à Koufi. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Allez dans les marchés Liberté, vous trouvez les pondous frais qui viennent de Kikwit. Pour les paysans de Kikwit, les agriculteurs, là, leur social s'est amélioré parce qu'ils peuvent venir vendre et rentrer et faire leurs travaux de champ. C'est ça le social. Il n'y aura jamais de social distribué à tout le monde. Il n'y aura jamais de social distribué comme même Dieu. Disons Dieu. Dieu le Tout-Puissant, notre Père qui nous aime. Pourquoi il ne nous a pas tout donné à tous à la fois? Hein, pourquoi? Dieu, il est notre Père, il nous aime bien. Pourquoi il n'a pas donné tout à tout le monde et à la fois? Il y a des riches, il y a des pauvres. Et ce Dieu n'aime pas les pauvres. Mais il faudrait que ces pauvres-là travaillent, et les pauvres, et leur pays, et tout le monde travaille. La pédagogie de Dieu, Dieu n'agit jamais sans l'homme. C'est la pédagogie de l'État, l'État n'agit jamais sans l'homme. Ok, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est je souhaite beaucoup de chance à Chadari. Je n'ai aucun doute qu'il sera élu parce qu'il est porté par une grande machine électorale. Le reste, on va autour là, ce sont de petites chapelles particulières. Je vous le dis toujours qu'aujourd'hui, il n'y a que le PPR, le seul parti politique qui est implanté dans toute la République. Et aujourd'hui, avec le FCC, on a élargi ce champ-là. Et je ne vois vraiment pas, sincèrement, du fond de mon cœur, d'analyste politique expérimenté depuis 30 ans dans ce métier, je ne vois pas un parti politique qui peut écraser, même si l'opposition faisait un candidat unique. Parce que le malheur, c'est quoi? C'est que les Quinois confondent la RDC avec Kinshasa. Quand il parle, il n'y a pas de route, ils voient Kinshasa. Ils voient Kinshasa, ils voient tout, c'est Kinshasa. Ils oublient que les gens de Kindu ont des routes maintenant partout. Et les gens à Kikwit, ils ont des routes, ils ont maintenant des ponts à Luang, ils peuvent aller partout là. Il y a des routes qui sont en train d'être faites. Et si vous prenez toutes ces routes, vous mettez à Kinshasa, même les petites avenues seront asphaltées. Mais le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est plus vaste. Et le conseil que je donnerai à Chadari, c'est de vraiment travailler, d'unir et davantage autour de lui, afin que demain,
qu'il sache bien s'entourer. Parce que gérer la République, c'est différent de gérer un parti politique. Il a été un bon dirigeant comme secrétaire permanent du PPRD, mais ça sera différent la gestion d'un pays. Et il faudra vraiment être un unificateur sur le seul conseil que je lui donne. Déjà, on a commencé à m'informer.